Bienvenue sur Hollywood Inside, votre source ultime pour les histoires inédites derrière les étoiles. Si vous êtes passionné par les vérités brutes et non filtrées des vies de célébrités, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne jamais manquer une plongée profonde comme celle-ci. Imaginez cela, un crochet du droit connect, suivi d'un gauche dévastateur. Il s'accroche pour sa vie, sinon le combat s'arrête là. Il tombe haut, il est gravement touché. Mike Tyson, le champion poids lourd incontesté qui terrorisait autrefois les adversaires du monde entier, a vu sa liberté, ses titres et son aura d'invincibilité brisés en 1992. Condamné et emprisonné pour 6 ans. En prison, l'arène a changé. Pas d'arbitre, pas de gants, pas de règles, juste la force brute et la guerre mentale. Ironiquement, Tyson a d'abord évité les conflits, gagnant le respect par sa composure plutôt que par l'agression. Pourtant, dans un environnement bâti sur la domination, les tensions sous-jacentes couvaient. Une confrontation sauvage était inévitable, et quand elle a éclaté, elle est devenue légendaire. De la royauté du ring à l'incarcération, la chute de Tyson. C'était en 1992. En tant que champion poids lourd incontesté, Mike Tyson était une icône mondiale, ses combats générant des millions et sa simple présence intimidant les rivaux. Il incarnait le summum de l'excellence en boxe. Puis, dans un revirement choquant, Iron Mike a fait face à des accusations d'agression sur une jeune femme, menant à un procès très médiatisé. Le monde a retenu son souffle alors qu'une des figures les plus révérées de la boxe chutait du piédestal. Était-il coupable? Allait-il en prison? Tyson a longtemps clamé son innocence, mais le jury l'a condamné, lui imposant une peine de 6 ans. Du jour au lendemain, l'homme qui commandait des arénas comble a échangé les lumières éblouissantes de Las Vegas contre les cellules austères d'une prison de l'Indiana. La transition de l'élite de la boxe au prisonnier numéro 922 335 a été brutale. Quelques mois plus tôt, il savoure, et le luxe jet privé le transportant entre mentions, une entourage dévoué, et l'adoration de millions à travers le globe. Désormais, sa gloire ne signifiait rien alors qu'il se réveillait quotidiennement face au mur nu du Indiana Youth Center, rebaptisé plus tard Plainfield Correctional Facility. Dans un système conçu pour dépouiller l'individualité, les points qui lui avaient rapporté 30 millions de dollars en bourse étaient réduits à ceux d'un simple détenu. Les responsables de la prison, conscients d'héberger une figure si médiatisée, l'ont initialement placé en détention protectrice, une forme de confinement solitaire pour le protéger des menaces ou des provocateurs cherchant la notoriété. Bien que offrant une sécurité physique, cet isolement infligeait son propre tourment mental. Habitué à la lumière constante des projecteurs, Tyson endurait désormais 23 heures par jour dans une cellule de 6x9 pieds, accompagné seulement de ses réflexions et de livres. Le rugissement des foules a cédé la place aux portes d'acier qui claquent et aux cris distants. Tyson occupait une position unique dans la hiérarchie carcérale, une légende vivante qui démantelait les champions en quelques secondes. Certains détenus le regardaient avec admiration, d'autres le voyaient comme une cible pour prouver leur valeur. Il sentait le contrôle dans les espaces communs, avec les gardiens notant comment les autres l'évaluaient, pesant le respect contre la confrontation. Son identité en tant qu'homme le plus dur vivant exigeait une nouvelle discipline, menant souvent à une plus grande réclusion. Au-delà des contraintes physiques, l'ajustement psychologique s'est avéré encore plus dur. La persona de Tyson était forgée dans la rage, rapide à s'enflammer, plus rapide à frapper. En prison, cette volatilité pouvait s'avérer fatale. Il naviguait les dynamiques complexes de l'incarcération. Commander le respect sans force gratuite, savoir quand céder. Cela clashait avec ses instincts affinés au ring. D'anciens détenus ont décrit plus tard Tyson réfrénant délibérément sa colère face aux railleries. Une lutte interne profonde pour quelqu'un habitué aux résolutions explosives. Paradoxalement, la prison offrait à Tyson une structure et une introspection absentes de sa gloire chaotique. Détaché des flatteurs, il plongeait dans la philosophie et l'histoire, étonnant les gardiens par son zèle. Les œuvres de Malcolm X, Sun Tzu et Niccolo Machiavelli devinrent ses guides. Il méditait, explorait les religions, cherchant un sens au-delà de la violence, une transformation qui perdura après sa libération. Pour un athlète d'élite, l'incarcération exigeait un lourd tribut physique. Sans installation adéquate, la forme légendaire de Tyson déclinait. Des pompes, des abdos et du shadowboxing en cellule remplaçaient les gyms de pointe et les entraîneurs experts.
Sa vitesse explosive et sa précision s'émoussaient, incitant les experts à se demander si 3 ans d'inactivité avaient irrémédiablement érodé son avantage. Pourtant, tandis que les outsiders se focalisaient sur son physique, Tyson combattait des démons invisibles. La prison présentait un combat incessant contrairement à tous ceux pour quoi il s'était préparé et bientôt, il affronterait un affrontement brutal dans un nouveau type d'arène. La vie derrière les barreaux, un combat comme nul autre. En 1992, les portes d'acier se refermaient sur Mike Tyson, l'enfermant dans un royaume où ses ceintures n'avaient plus de poids. Les règles de la prison divergeaient starkement de celles de la boxe. Pas de gants rembourrés, pas d'officiels, pas de compte de miséricorde. La survie dépendait de gagner le respect à la dure. Des années plus tard, des interviews ont vu Tyson réfléchir que c'était « les 3 meilleures années de ma vie ». Contre-intuitif pour un homme qui avait volé en jais et pentouze, pourtant la simplicité austère de la prison détenait la clé. Libéré des opportunistes et du chaos, la routine régnait. Se lever, manger, travailler, dormir. Pas de presse, pas de surveillance, juste l'introspection. Il saisissait rapidement les codes non écrits de la cour. Le respect provenait non de la gloire ou de la fortune, mais du comportement. Malgré sa réputation intimidante, Tyson adoptait une assurance tranquille, pas de fanfaronnade, pas de posture. Il observait, écoutait, conversait avec une mesure qui commandait la déférence sans exigence. La politique carcérale exigeait de la finesse. Chaque interaction portait du poids, un faux pas pouvait allumer la violence. Entraîné à canaliser la fureur en éclats, Tyson apprenait la retenue. Ici, les combats ne finissaient pas avec des cloches, mais avec des shanks ou la solitaire. Mais la prison n'était pas sereine. Les tensions bouillonnaient constamment. Les détenus le testaient, certains curieux, d'autres motivés par l'ego cherchant à débunker le mythe. Il l'ombrait pendant sa lecture, fixait ses repas, blaguait sur ses muscles qui s'affaiblissaient sans supplément. Tyson naviguait adroitement, ferme sans escalade. Un regard, un ton baissé, ou une menace voilée suffisait souvent. Les gardiens surveillaient de près, certains méfiants, d'autres respectueux. Il se conformait aux tâches, gardait profil bas, pourtant tous savaient que le champion rôdait dessous. Jusqu'à ce que l'équilibre se brise. Un coup de couteau a perturbé l'équilibre fragile. Le chaos s'est déroulé. Cris, métal luisant, s'entachant le béton. L'établissement s'est verrouillé instantanément, ce qui commençait comme un protocole bref s'étirait en semaines épuisantes, effilochant chaque psyché. Pour Tyson, la disruption était profonde. Disparues les visites à la bibliothèque, les entraînements en cours, les brèves interactions sociales. Seule la cellule perdurait. 4 murs, couchette étroite, rumination infinie. Il lisait sous une lumière faible jusqu'à ce que les mots se brouillent. La méditation échouait au milieu des rugissements collectifs. La chaleur estivale transformait les blocs en fosses étouffantes de sueur et de désespoir. Les douches offraient un rare soulagement, mais les disputes mesquines amplifiaient les tensions. L'ordre carcéral s'érodait alors que le confinement usait novices et vétérans alike. Tyson inventait des rituels étranges pour la santé mentale. Tracer les fissures des carreaux au plafond, mémoriser les motifs de rouille des barreaux, improviser des exercices dans l'espace confiné. L'isolement déformait le temps, les réveils brouillaient rêve et réalité. Lors d'une rare douche escortée, une provocation résonnait. « Tu paries que ton pantouse te manque maintenant. » Un coup calculé à sa colère. Les détenus se tendaient, les gardiens se déplaçaient, anticipant l'éruption. Pourtant Tyson maintenait la composure sous l'eau. Les combats en prison se résolvaient rarement proprement, pas de juge, seulement des pénalités. Temps prolongé, privilèges perdus. Il ne pouvait pas risquer l'escalade d'un adversaire insignifiant. Mais la tension prolongée ébréchait son contrôle. La façade de calme s'amincissait, la pression montant quotidiennement. En solitude, il étudiait ses mains, autrefois armes millionnaires, désormais oisives. Les souvenirs de gants, foule, knock-out décisif le hantaient, soulignant ses pertes. L'institution vibrait de fureur refoulée. Alors que le lockdown atteignait la semaine 3, les escarmouches se multipliaient, les gardiens devenaient plus durs. L'air crépitait de violence imminente. Cette voix persistante piquait encore, sondant les faiblesses. La pression montait comme de la vapeur dans une chaudière. Tyson savait que la libération était imminente, ou il se briserait. La question « quand ?»
Et à quel coût? Son adversaire le plus dur n'était pas externe, mais la maîtrise de soi au milieu du chaudron du lockdown, où les provocations gonflaient et la résolution faiblissait. La victoire devenait insaisissable quotidiennement jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Dans l'un des épisodes les plus infâmes de l'emprisonnement de Tyson, des témoins ont confirmé qu'un détenu l'a délibérément bêté pendant le lockdown prolongé de Plainfield. Gardiens et prisonniers détaillaient une barrage orchestrée de jabs verbaux ciblant sa volatilité notoire. Les provocations escaladaient de barbes casuelles sur ses luxes perdus hôtels, limos, richesses, femmes à moquer sa forme, ces points sont-ils encore létaux après la prison? Prouve-le, raillait-il. Le comportement de Tyson changeait, les rapports d'incidents notaient des poings serrés lors des passages près des agitateurs. Le mélange de son impulsivité et du confinement signifiait volatilité, comme les psychologues l'avaient signalé. Le déclencheur final survenait près des douches, dans les angles morts des caméras. Les récits convergeaient, l'antagoniste invoquait la condamnation de Tyson, raillant son agression présumée sur une victime plus faible, questionnant son courage contre des égaux. Un superviseur rappelait le shift, le mouvement gelait, l'air s'épaississait d'inévitabilité. Les logs montraient un retard suspect de 17 minutes dans la réponse, un temps à une possible inaction du staff. Les événements se déroulaient, l'établissement apprenait. Tyson pouvait être rouillé, déformé, post-hiatus carcéral, mais il restait Iron Mike. Le regret attendait son challenger. Le reckoning brut de Mike Tyson. Selon les témoins et les dossiers, Tyson a délivré un coup altérant la vie non au ring, mais à Plainfield. Des semaines de raillerie culminaient en un push trop loin pendant le lockdown. Les fichiers disciplinaires fixaient l'échange à moins de 3 secondes. Les images capturaient son crochet droit signature, précis, dévastateur. La victime souffrait de lacérations faciales nécessitant 14 points, 2 dents perdues, une fracture de la pommette. La biomécanique évaluait plus tard la force à plus de 1200 livres proche de ses stades de prime, malgré l'absence d'entraînement. Les gardiens décrivaient le silence post-coup, Tyson stoïque, immobile, l'homme s'écroulant comme un sac de patates. La victime était inconsciente 38 secondes, selon les médicaux. Les psychologues notaient un shift réputationnel, les ouvertures agressives vers Tyson plongeaient. Les forensiques louaient la technique, identique à ces chaos fameuses alignement, rotation, suivi. Pas une bagarre de rue, une masterclass. Un analyste, c'est pourquoi il terrorisait la planète, pas besoin de second coup. Un punch étouffait les railleries pour toujours. Mais Tyson se demandait, cela le consignerait-il à la solitaire? Les dossiers indiquaient une discipline légère, peut-être reconnaissant la provocation. Des années plus tard, Tyson quipait sur son podcast, la prison enseigne des leçons, un punch parle plus que des mots. La victime nécessitait 3 chirurgies, endurant des dommages nerveux durables. L'incident soulignait la puissance endurante de Tyson et comment la violence d'élite bouleverse les dynamiques carcérales. Tyson maintenait que c'était son seul combat en prison, le compte perdure dans le lore correctionnel. Au-delà du moment, le knockout de Tyson remodelait son incarcération. Un pacte implicite se formait, le défier était folie. Les officiers observaient des dynamiques altérées, la révérence remplaçait les sondes. Pour Tyson, la libération contrôlée favorisait paradoxalement la paix. Avec le statut affirmé, il poursuivait lecture, exercice, croissance sans disturbance. En 1995, à la Libération, Laura le suivait dans le retour épique de la boxe. Les promoteurs intaient à cela, cadrant les combats comme péril mortel. Des décennies plus tard, cela cimente l'énigme de Tyson. Sous l'évolution gît une force primale, invoquée sparingly. Son unique combat carcéral ignite la discipline, son impact affirme pourquoi il est éternellement Iron Mike. Que pensez-vous de la retenue globale de Tyson, n'éruptant qu'une fois, cela amplifie-t-il ou diminue-t-il la légende du knockout? Partagez dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints sur Hollywood Inside. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous dès maintenant pour plus d'insights exclusifs sur les vies de légende. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour les notifications, notre prochaine vidéo arrive bientôt. À bientôt.